Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes là parce que c'est officiel. Moins d'un mois après la réception des premiers F-16, les Ukrainiens ont eu leur première perte au combat avec un F-16, mais encore plus grave, j'ai envie de vous dire, un de leurs pilotes les plus expérimentés, call sign Moonfish, qui était également très médiatisé, car rappelez-vous, c'est lui qui était avec Juice, décédé il y a quasiment un an jour pour jour, aux États-Unis, à Washington, pour plaider à CNN, pour plaider au Congrès, eh bien, de l'importance de fournir des F-16 pour la protection de l'espace aérien ukrainien. Ce que je vous propose dans cette vidéo, eh bien, c'est d'essayer de vous présenter les faits tels qu'ils sont connus à l'heure actuelle en source ouverte, et ensuite derrière, de débriefer ou de discuter avec un œil purement technique des différentes rumeurs, des différentes versions qui circulent à l'heure actuelle sur la toile ou sur la presse. On entend un peu tout et n'importe quoi. Et vous allez comme ça mieux comprendre les différents scénarios possibles qui ont pu avoir lieu ou qui pourront avoir lieu dans le futur. Allez, on attaque juste après le jingle. Petit rappel sur les F-16 en Ukraine. Actuellement, d'après différentes sources américaines, vous auriez moins d'une dizaine de F-16 opérationnels en Ukraine. Certaines sources comme le Wall Street Journal parlent de 6 avions opérationnels. Pour petit rappel, en France, avant que nos chiffres de disponibilité ne soient classifiés, on tournait autour de 50 à 60% de disponibilité. Et vous entendez beaucoup parler, trop parler même, de pilotes pour mettre en œuvre ces F-16. Quid des mécaniciens? Certains experts vous disent qu'en 3 mois, hop, on sait faire du F-16. Oui, on sait décoller, faire du tour de piste, éventuellement engager un point. On ne sait pas vraiment s'insérer dans un gros dispositif tactique, mais encore moins, on ne sait pas entretenir son avion. Donc, je vous rappelle que le F-16 est un monomoteur. Son talon d'Achille reste la technique, reste le côté navigabilité. Il faut qu'il puisse voler et vous pouvez avoir Tom Cruise, Maverick à l'intérieur de l'avion. Si le moteur ne fonctionne pas, le pilote ne rentrera pas à la base. Par contre, si le siège éjectable fonctionne, il pourra survivre et prendre un autre avion le lendemain s'il s'est éjecté dans une zone alliée. Alors je voulais juste quand même attirer votre attention sur ce premier point qui est que pourquoi est-ce qu'on en sait autant? Alors, il y a le brouillard de la guerre et s'il y a bien un retour d'expérience intéressant sur ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est que quand on voit une offensive qui est lancée en 2023, qui a été téléportée et commentée limite en minute par minute en amont lors des préparations dans la presse, ça se passe pas très bien. Quand il y a une offensive qui est plus cachée, elle est plus efficace. Donc ça fait des milliers d'années que les militaires aiment ce qu'on appelle le SecOps, le secret opérationnel, car si vous expliquez à l'adversaire ce que vous allez faire, imaginez, faites ça aux échecs, forcément il va se préparer, il va être meilleur. Donc je ne comprends pas l'intérêt de certains officiels, de certaines sources, et même la déontologie de certains journalistes, de publier autant d'informations sur ce qui se passe actuellement au niveau des F-16. On a fait une vidéo sur le sujet. J'ose espérer que tout n'est pas dit, mais si tout est dit, et on le saura dans plusieurs années, c'est vraiment tragique sur le niveau de notre société. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors pourquoi est-ce que je passe autant de temps sur ce sujet? Parce que les Ukrainiens ont communiqué sur leur F-16, et quand ils ont fait leur communication sur cette réception de F-16, il y a eu forcément de multiples interviews, de multiples angles, et la communication ukrainienne a même diffusé des images à l'extérieur des hangars à F-16 et sur Internet. Des groupes d'OSINT ont réussi à géolocaliser d'où venaient les images. Et ces images, c'est sorti partout, viennent de la base de Ivano-Frankivsk, et vous allez voir juste après, une des théories est que cette base a été bombardée et que les F-16 et le pilote ont été perdus lors de ce bombardement. Je voulais faire ce rappel pour rappeler les dangers de trop communiquer ou de mal communiquer en fournissant des images à votre adversaire. Nous l'avons vu par exemple lors de l'envoi de renforts à Koursk de la part des Russes. Ils ont eu un reportage télé où on voyait passer les renforts russes vers la ligne de front, et bien ils se sont fait attaquer par les Ukrainiens. C'est normal, mais il ne faut pas que les Ukrainiens pensent qu'en face, ils ne savent pas également géolocaliser des images. C'est quand même assez dommage. Dans tous les cas, le SecOps est un sujet absolument vital. On le dit, on le répète, tout le monde en parle, mais peu de personnes les respectent. Il n'y a qu'à voir le nombre de fuites sur les F-16 en Ukraine. Alors maintenant, notre pilote Moonfish de son call sign, Mess, lui, bien malheureusement décédé le 26 août dernier.
Comme je vous le disais en introduction, 1 an et 1 jour après son collègue Juice, aurait intercepté, d'après les sources ukrainiennes, 3 missiles de croisière et un drone avant que la communication ne soit perdue. Comprendre, il répond plus à la radio, je pense. Et après, derrière, eh bien, il est perdu avec son avion. Donc ça serait pendant une mission de combat, d'interception, lors d'un des grands raids lancés par les Russes pour essayer de taper différents centres en Ukraine. Ça nous montre donc que les F-16 ont à l'heure actuelle une mission qui est de la protection de l'espace aérien, mission dont nous avons déjà discuté, dont personnellement j'ai toujours annoncé que la plus-value était discutable au vu des risques encourus. Je vous rappelle qu'en octobre 2022, un MiG-29 avait été perdu, en mars 2023 c'était un Sukhoi 27, et là, pendant ce type de mission, un F-16. Maintenant, pourquoi est-ce que je pense qu'il y avait des risques encourus? Je vous renvoie vers cette vidéo qui a 4 mois et où j'étais assez clair sur mon point de vue d'ancien pilote de chasse. Si on devait me demander de faire ce type de mission, qu'est-ce qui me ferait peur? Si on intervient avec des avions de chasse en Ukraine, il y a très peu de chances, je dis bien très peu de chances, que l'on ne perde pas, double négation, hein, c'est dur à suivre, que l'on ne perde pas d'avion. Je reformule différemment, il y a de grandes chances qu'on se fasse abattre des avions par des opérateurs ukrainiens. Et je ne dis pas ça méchamment, je vous renvoie vers l'histoire avec un grand H, première guerre du Golfe, il y a eu des équipages anglais, il y a eu des équipages américains qui se sont fait abattre par des collègues à eux, avec du système Patriot. Il y a eu du Blue on Blue, tout comme il y a eu des hélicoptères américains abattus en Irak par des pilotes de chasse américains, ou des Canadiens au sol tués par des équipages américains. Le Blue on Blue arrive, et vous devez l'éviter grâce à une extraordinaire coordination. Cette extraordinaire coordination demande beaucoup d'entraînement, c'est ce qu'on fait quand on fait par exemple du joint fire au sein de l'OTAN. C'est pour ça qu'on s'entraîne, qu'on parle anglais, c'est pour éviter de se faire tuer par les collègues. Et dans le cas de l'Ukraine, ce qui me ferait le plus peur si j'étais pilote de chasse envoyé là-bas, c'est de me faire abattre par des gens de mon camp, ou des gens que j'essaye de défendre. Alors oui, la coordination avec les systèmes solaires. Pourquoi? Parce que vous avez une multitude d'opérateurs qui ont plus ou moins un niveau d'entraînement élevé, qui sont plus ou moins, comprendre moins, habitués à faire de la coordination avec des avions alliés. Alors, en théorie, tout le monde se dit, il y a des IFF, des indicateurs amis ou ennemis dans les avions de combat. Donc, il suffit que l'opérateur regarde si c'est un ami ou ennemi. Mais si l'IFF est en panne, si l'interrogateur IFF est en panne, si l'opérateur n'est pas très entraîné et oublie de le faire, et qu'il vous prend pour un missile que vous essayez d'abattre, eh ben c'est dommage. Et là, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il pourrait vous confondre? On va faire un tout petit peu de géométrie. Vous avez un missile en vol, vous êtes le chasseur qui veut l'abattre. Sur les PowerPoint de certains experts, on vous explique qu'à 120 km ou 150 km, on tire un missile, c'est magique, ça va au but. Ça, voilà, je pense que vous l'aurez compris, c'est pas du tout la vraie vie. Regardez toutes les images que l'on a d'interception de drones ou de missiles en l'air. À chaque fois, le chasseur vient prêt. Vous êtes plutôt dans les basses couches, donc votre missile ne va pas aller très loin. Pour augmenter les chances de faire but de votre missile, vous allez vous mettre secteur arrière. Comme ça, votre missile aura bien le temps de l'acquérir et ça sera plus efficace, vous augmentez les chances de faire but. Donc vous allez devoir arriver secteur arrière et vous allez remonter la cible. Et en remontant cette cible, ou en arrivant un peu vers l'arrière, si vous avez le temps, tac, eh bien, vous allez avoir une vitesse assez lente, assez proche de celle de votre cible. À partir de là, un opérateur du système solaire, qu'est-ce qu'il peut voir? Il voit le point qui est le missile qu'il veut abattre, un autre point, si c'est un missile qui fait du 600-700 à l'heure, quasi iso-vitesse qui est derrière, et il va se dire, bah, c'est plusieurs cibles, et il peut donc se retrouver à vous tirer dessus. Alors comment est-ce qu'on évite ça? C'est avec de la coordination. J'étais officier de marine, j'étais pilote dans la marine, on travaillait énormément avec les navires. Quand on faisait des vols d'entraînement avec les navires, avec les centrales d'opération, on s'entraînait autant que ce qu'on entraînait les équipages de conduite des navires. Et ça, clairement, c'est pas en 3, 4, 5, 6 mois que vous allez le faire, surtout s'il y avait un gros volume d'opérateurs du système solaire. C'est pour ça que je faisais cette remarque il y a 4 mois. Croire que les opérateurs du système ukrainien peuvent avoir un très bon niveau d'interopérabilité avec quelques avions de chasse, même s'ils sont habitués à le faire depuis maintenant 2 ans, eh bien, c'est prendre un certain nombre de risques. Et c'est pour ça que je pense que dans l'analyse des menaces, en tant que pilote de combat qui veut protéger l'espace aérien ukrainien, votre menace numéro 1, c'est un tir fratricide venant d'un opérateur au sol. Je vous rappelle qu'il y a une très grosse hétéroclité dans les systèmes. Ensuite, en numéro 2, avec un F-16 monomoteur, ça va être un souci mécanique, probablement venant du réacteur, c'est plus compliqué à gérer. Ensuite, derrière, ça peut être hydraulique ou autre.
Dans un troisième temps, ça va être la difficulté des opérations, surtout si vous êtes de nuit, que vous devez décoller depuis des autoroutes, que vous devez décoller depuis des bases qui n'ont pas de très bons systèmes de navigation. Alors en ce moment, ils ont beau temps, mais dès que la météo va se compliquer, vous avez la phase d'approche qui va se complexifier. Après, l'autre danger, ça va être celui de l'interception à basse altitude. Donc si notre missile vole assez bas, vous allez devoir descendre également. Croire qu'on peut rester à 6000 mètres d'altitude pour engager un missile qui est à 100 mètres sol, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Donc vous allez devoir descendre. Si besoin, attaquer des sheds ou autre, peut-être même réduire votre vitesse. Gardez quand même une vitesse aux alentours des 500 km/h minimum pour rester bien manœuvrable et avoir une porte de sortie en cas de panne moteur pour après vous éjecter. Mais tout ça va vous amener proche du sol avec une forte charge de travail, avec une grosse coordination. Et l'autre problème, c'est que si vous devez descendre pour aller chercher votre cible, votre portée radio est limitée. Ça veut donc dire que face par exemple à des systèmes très longue portée, du S300, du Patriot, eh bien vous pouvez vous retrouver à une portée radio qui fait que vous ne pouvez pas communiquer avec le centre de contrôle ou avec des opérateurs en direct. Donc tout cela est, vous l'aurez vu, assez complexe. Et donc, le fait d'aller faire de la chasse à basse altitude va rajouter encore une épaisseur de complexité. Ensuite, derrière, rajouter l'autre danger, qui est celui d'un tir de la part des Russes. Mais là, si vous êtes bien en arrière de votre pays, bien loin de la ligne de front, il y a très très peu de chances pour que cela arrive. Par contre, rapprochez-vous de la ligne de front. Là, ça peut être autre chose. Mais au vu des trajectoires, au vu de cette volonté de protéger, il y a peu de chances qu'ils étaient proches de la ligne de front. Donc, je pense que ce tir de la part des Russes n'est pas au sommet de votre liste de préoccupations quand vous faites ce type de mission. Donc allez, on résume tout ça et on va voir les différents scénarios possibles. La presse américaine parle d'une erreur du pilote. Donc une erreur de pilote, à quoi ça pourrait ressembler? Ça pourrait ressembler à une erreur du pilote parce qu'il vient trop proche du drone, il vient percuter le drone, prendre un morceau du drone, ça c'est déjà vu avec un MiG-29. Ça pourrait être une erreur du pilote à cause du pilotage à basse altitude. Le relief n'est pas très présent, très marqué en Ukraine, sauf si vous descendez vers le sud. Mais c'est peu probable, normalement c'est une zone assez facile pour pouvoir y manœuvrer, mais trop basse vitesse, décrochage, perte de contrôle. Ça s'est vu avec un F-16 lors d'une interception d'un Cessna aux États-Unis il y a maintenant 2 ans, pour en reparler si vous voulez. Mais si ça arrive, il y a quand même de grandes chances que le pilote puisse tirer la poignée d'éjection. Si c'est de nuit, le F-16 est connu pour une capacité à donner des illusions sensorielles à cause de la verrière en forme de bulle. Ça peut être gênant. L'illusion sensorielle tue. Je vous rappelle qu'un pilote de F-35 japonais s'est tué à cause de l'illusion sensorielle et qu'un pilote de Rafale de l'armée de l'air, pareil, de nuit. Donc l'illusion sensorielle peut amener un pilote à foncer dans le sol sans même s'en rendre compte de nuit ou dans la mauvaise météo. Et l'autre point va être un petit peu lié et je vais le mettre avec l'erreur mécanique. Si vous avez un souci au niveau de votre avion, du fait du faible nombre de F-16 dans le pays et de leur grande valeur, eh bien il est possible que le pilote veuille tenter de ramener l'avion à tout prix, ce qui va amener le pilote à rester avec l'avion alors qu'il aurait dû sortir et peut-être à forcer un atterrissage là où il aurait mieux fait de tenter de s'éjecter. Donc vous pouvez avoir ce biais également qui vient, ce biais de vouloir sauver le matériel avec une mauvaise priorité tout simplement dans le cerveau du pilote entre sa survie, son importance et celle de son vecteur, de sa machine. On a vu de nombreux pilotes de chasse essayer de rester avec la machine alors qu'ils n'auraient pas dû. Et l'autre point également, des fois qui peut expliquer une non-éjection, c'est que vous êtes proche d'une zone de la population et le pilote veut éviter des bâtiments, veut éviter une zone peuplée jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que cela soit trop tard. Maintenant, encore une fois, si vous êtes à faible vitesse avec un F-16, normalement, le siège éjectable vous permet de vous en sortir, même en tirant très très tard la poignée d'éjection. Tout ça pour dire que personnellement, je ne pense pas que ce soit l'erreur de pilotage le plus probable dans ce cas-là. Numéro 2 des rumeurs qu'on entend, c'est un bombardement de la base. C'était intéressant de revenir pour expliquer le danger de la guerre de la communication et des images. La base est localisée grâce à ces images diffusées par les Ukrainiens. Alors normalement, ils sont dans une logique où ils font bouger leurs avions, mais ils vont bien y repasser de temps en temps. Il suffit qu'à ce moment-là, il y ait un bombardement. On a tout entendu sur la toile. Certains disent que ça a bombardé, que les avions étaient en vol. Quand ils reviennent, ça tape à ce moment-là. Ça serait du déjà-vu, c'est du domaine du possible, mais je pense quand même que c'est assez peu probable au vu de la déclaration derrière faite par les Ukrainiens, parce qu'ils n'auraient pas pris le risque de dire que c'était en vol dans ces circonstances-là, si derrière les Russes pouvaient produire, ou si en source ouverte on pouvait après derrière trouver des images de frappe sur le terrain avec une carcasse de F-16 au milieu d'un taxiway par exemple. Je ne pense pas que le coup de la perte du pilote et de l'avion lors du bombardement soit le plus probable à cause de ça. On entend également maintenant des sources qui viennent de certains politiques ukrainiens comme quoi ce serait un tir fratricide, un patriote qui aurait ouvert le feu. Comme je vous l'ai expliqué avant, eh bien ça s'est déjà fait. Il y a eu le Grey Wolf, le pilote de démonstration du Sukhoi 27 qui a été tué comme ça au-dessus de Kiev au début du conflit.
C'est le sujet que j'avais traité il y a 4 mois car je pense que c'est un gros problème en Ukraine. Je pense personnellement que le cas du tir fratricide est le plus probable pour la perte de ce F-16. Dans les autres rumeurs qui traînent sur internet, vous avez le tir de la part des Russes qui l'aurait abattu avec un missile longue portée. J'ai envie de vous mettre ça tout en bas dans ma liste de crédibilité. Pour des raisons qu'on a traitées, je pense qu'ils sont trop loin de la ligne de front et hors de portée. Et en plus, si c'est de l'interception de drones, ils vont être à basse hauteur, et donc il faut être à quelques kilomètres seulement, quelques dizaines de kilomètres grand maximum pour pouvoir l'abattre, et en plus il va beaucoup manœuvrer avec son aéronef, donc c'est très peu probable. Donc si je vous remets tout ça dans l'ordre, avec mon point de vue, et ça n'engage que moi, je pense que le plus probable c'est tir fratricide, si c'est effectivement dans les conditions qui nous ont été communiquées par l'armée ukrainienne. Ensuite en numéro 2, ça va être un souci lié à la mécanique de l'avion, et peut-être une volonté du pilote de rester à bord pour essayer de sauver la machine. En numéro 3, erreur de pilote si c'est de nuit, illusion sensorielle, manque d'habitude avec l'avion, trop grosse agressivité, ça peut arriver et vous retrouvez, il n'y a pas beaucoup de place au sol. Mais je rappelle encore une fois qu'il n'y a pas eu éjection. En numéro 4, ça serait la base bombardée au moment où il est en train de rouler et il n'a pas de chance, mauvais endroit au mauvais moment. Et en numéro 5, tir de la part des Russes. Et vraiment un petit 5. Hein. Pour ce qui est de mes 2 cents, il faudra voir si dans le futur nous avons plus d'informations, ce qui n'est pas forcément assuré, surtout s'il s'agit d'un problème de coordination, s'il s'agit d'un problème de tir fratricide. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que depuis déjà plus de 2 ans, le président Zelensky demande une no-fly zone et que le gros danger d'aller mettre des avions de l'OTAN au-dessus de l'Ukraine, c'est, et ça sera toujours, ces problèmes de coordination. Déjà un très gros travail entre troupes de l'OTAN. Quand on commence à mélanger avec d'autres types de troupes, bah c'est très compliqué. Donc je sais que vous êtes nombreux à suivre cette chaîne et que certains gros pro-ukrainiens ont tendance à dire que je suis souvent très pessimiste. C'est pas du tout du pessimisme, c'est juste du réalisme et de l'expérience. Dans l'aviation et dans la guerre de manière générale, tout est très compliqué. Maintenant, attention, les accidents, ça arrive. Les tirs fratricides, ça arrive. C'est pas pour ça qu'il faut arrêter de croire en la méthode et se dire on arrête de mettre des avions en l'air parce que c'est dangereux. Pour vous citer un film hautement philosophique, Top Gun, après l'accident de Maverick, que décide sa chaîne de commandement? Le renvoyer en vol. Le métier des armes est un métier dangereux, ça demande énormément de coordination. Hier, nous vous parlions de la normalisation de la déviance, ce qui est indispensable. Quelle que soit la raison de cet accident, c'est qu'il y ait enquête, et elle est d'ailleurs lancée, et que derrière, ils en tirent des bonnes leçons, mais surtout qu'ils fassent grandir leur niveau de coordination suite à ça. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que ce n'est pas la première fois si c'est un tir fratricide, et donc il s'agirait de vraiment trouver des process qui fonctionnent bien. Quelque chose qui peut marcher, c'est la ségrégation totale de zones. Vous avez une zone interdite au tir pour les systèmes solaires, réservée à la chasse. Chacun sa zone. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et si vous sortez de la zone, eh bien là, vous allez me dire, parce que c'est une erreur du pilote, vous avez 3 heures. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et fly safe.